mais il faut dire que le français est une langue très difficile. Moi, j'ai appris le français à l'université, c'était il y a déjà plus de 20 ans. Il suffit que les enseignants restent, disons en quelque sorte, branchés avec l'avancée technologique. En France, vous êtes en France, ils ne vous disent pas bonjour, ils vont vous dire wesh. Donc, wesh, ouais. Alors, wesh, ouais, ça peut. Tous les lycéens parlent comme ça, les étudiants aussi. Prise directe. Restez connectés, restez informés. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission spéciale. Le 27 janvier marque le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France. Le sujet est très suivi par la communauté des francophones chinois. Donc, pour vous donner une idée, le français est maintenant enseigné dans 146 universités chinoises. Donc, dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons justement nous intéresser au statut du français en Chine et dans un pays qui n'est pas une terre de francophonie, comment le français y est enseigné. Pour en parler, je suis avec deux invités, professeur Wang Kun, vice-directeur de la faculté d'études françaises et francophones de l'université des langues étrangères de Beijing, et Christophe Troel, professeur de français dans l'université de Pékin. Donc, professeur Wang Kun, je vais commencer avec vous, puisque l'université des langues étrangères de Pékin est précurseur dans l'enseignement du français en Chine. Vous avez créé dans les années 50 un département pour enseigner le français, une langue qui est dès le début entrée dans la catégorie langue mineure, littéralement une langue qui est parlée par peu de locuteurs et qui est choisie donc par peu d'étudiants. Donc au bout de plusieurs décennies, est-ce que le français est choisi par plus d'étudiants chinois et quelles sont les raisons qui les emmènent à étudier le français ? Oui, bonjour à tous. Donc c'est une question que je voudrais corriger un petit peu parce que la langue française n'est pas une langue mineure, ni dans le monde, ni en Chine actuellement. En fait, effectivement, vous avez évoqué que notre faculté, qui s'appelait le département de français, a été fondé en 1950, juste après la fondation de la République populaire de Chine. Nous avons été établis en même temps avec l'espagnol, l'allemand et le français en même temps. Donc c'était un choix pour la diplomatie chinoise d'alors, c'est-à-dire qu'il nous manquait de diplomates cruellement à la Nouvelle-Chine. Donc nous avons besoin de former les gens en compétences linguistiques pour pouvoir communiquer avec le reste du monde. Donc le français a été choisi justement parce que c'est une langue importante, c'est une langue internationale qui est parlée par le monde diplomatique, mais non seulement, et qui est parlé également par beaucoup de pays francophones, notamment en Afrique. Donc, il y a quand même beaucoup d'étudiants qui ont été formés en langue pour devenir diplomates ou des personnels qui travaillent dans le milieu des affaires étrangères. Bien sûr, d'autres ont choisi de travailler dans d'autres domaines, comme le ministère de la Culture ou le tourisme, etc. Mais dans l'ensemble, la langue française a été considérée comme une langue majeure ou importante. Par contre, son utilisation en Chine elle-même est relativement restreinte parce que la Chine n'a pas développé beaucoup de relations avec le monde extérieur jusqu'à la veille de la réforme et l'ouverture en 1979. Et après, donc on a connu un boom. Bien sûr, j'ai oublié d'évoquer que l'époque de l'établissement, justement, vous l'avez évoqué au début de cette émission, l'établissement de la relation diplomatique entre la Chine et la France, donc le 1964, donc une année importante où on a aussi connu une croissance en nombre de personnes qui viennent apprendre la langue française. Donc le deuxième pic arrive bien sûr après la réforme et l'ouverture. Et maintenant, je crois qu'on est vers le milieu de la troisième vague d'apprentissage où beaucoup de jeunes choisissent la langue française, non pas pour la raison de devenir diplomate, mais aussi pour les affaires, le commerce, pour travailler en Afrique, mais aussi pour poursuivre les études en sciences humaines et sociales ou en sciences naturelles en France ou dans les pays francophones. Donc c'est une langue qu'on peut qualifier comme
courante aujourd'hui, qui n'est pas, au moins dans mon université, qui n'est pas classée dans les langues mineures ou bien dans le terme qu'on utilise, s'appelle les langues à faible diffusion. Mais c'est plutôt une langue courante très utilisée. Vous pouvez nous donner une idée sur le nombre d'étudiants qui apprennent le français dans votre université? Oui, actuellement, nous recrutons à chaque promotion une 70aine d'étudiants, donc qui viennent de tous les coins de la Chine, qui désirent apprendre la langue française. Je crois que leur motivation première était plutôt séduite par la langue elle-même, parce qu'il y a une phrase qui circule beaucoup en Chine qui dit que la langue française est la plus belle du monde. Je crois que ça vient d'un nouvel de Daudet, mais qui est largement accepté par les Chinois un peu partout. Et deuxièmement, je crois que les étudiants sont également attirés ou fascinés par la littérature française, notamment pour son époque du romantisme ou du réalisme. Donc il y a une grande influence culturelle en Chine. Donc à part cela, la langue française représente également un grand potentiel de professionnalisante, c'est-à-dire que cela donne des débouchés dans différents milieux comme dans les ministères des Affaires étrangères, culturelles, du tourisme ou du sport même, ou bien dans les compagnies d'État où on a beaucoup de travaux qui sont actuellement en collaboration avec les pays francophones, etc. Donc cela représente un grand marché d'emploi, donc cela constitue une grande attraction pour les jeunes de venir apprendre la langue française. Oui, puisque Christophe Troel, on dit souvent qu'il existe un lien entre la passion d'un pays avec l'apprentissage de la langue. Donc, sentez-vous au quotidien une passion vis-à-vis de la France chez vos élèves? Alors, il y a effectivement une passion, un engouement de la part des élèves pour le français. Alors, il y a plusieurs raisons. Régulièrement, alors, je confirme ce qui a été dit juste un peu avant, c'est que beaucoup d'élèves m'ont dit, voilà, on veut apprendre le français parce que c'est une langue romantique. Voilà. Donc, c'est une des raisons. Il y a aussi des élèves qui ont différentes passions. Par exemple, j'ai rencontré pas mal d'élèves qui sont très intéressés par les comédies musicales françaises, des choses comme ça. Donc voilà, ça les intéresse particulièrement. Donc il y a ces raisons-là. On peut avoir des étudiants qui apprennent le français pour ces raisons-là. D'autres étudiants pour des raisons, on va dire, un peu plus pragmatiques. Donc des étudiants qui voudraient poursuivre leurs études en France ou au Canada. Ou aussi des étudiants, j'ai rencontré des étudiants qui sont partis déjà travailler en Afrique, ou d'autres étudiants qui aimeraient travailler avec l'Afrique. Donc ça, c'est plusieurs raisons qui font que les étudiants veulent apprendre le français. Je voudrais ajouter un point, comme mon collègue avait évoqué, qu'il y a de plus en plus de jeunes qui ne sont pas spécialisés dans la langue française, viennent apprendre également le français parce qu'ils viennent de l'école des affaires internationales ou bien d'autres domaines comme le droit ou les relations internationales. Aujourd'hui, nous formons également les personnes compétentes non seulement en langue, souvent bilingues anglais-français, mais également dans d'autres matières comme relations internationales ou la politique internationale, ou bien le droit ou bien l'économie mondiale pour pouvoir travailler dans les organisations internationales pour représenter la Chine et de faire la part de contribution de la Chine dans le monde. Donc ça, c'est aussi une partie des étudiants qui sont en croissance. Nous constatons qu'il y a plus d'étudiants qui viennent apprendre la langue française comme leur deuxième langue, voire troisième langue étrangère, mais pour pouvoir travailler par la suite dans le monde, et notamment dans les organisations internationales qui prônent souvent le bilinguisme ou le multiculturalisme. Donc c'est aussi un groupe d'étudiants en croissance très importante pour l'enseignement de la langue française. Oui, puisque donc, le français est déjà un outil pour développer d'autres carrières professionnelles. Mais on sait que
Les motivations sont là, puisque vous avez cité autant de raisons pour apprendre le français, mais il faut dire que le français est une langue très difficile. Moi, j'ai appris le français à l'université, c'était il y a déjà plus de 20 ans, et après 4 ans d'études à l'université, je dois dire que mon français était loin suffisant de communiquer librement avec les Français, puisque à l'époque, on manquait d'occasion pour pratiquer l'oral, pour pratiquer l'écoute. Mais maintenant, ça a changé aujourd'hui. On a connu ces dernières années d'énormes progrès technologiques. Donc, professeur Van Koon, est-ce que ces nouvelles technologies ont-elles transformé la façon de donner l'enseignement du français? Et quels sont les nouveaux outils pédagogiques que vous mettez en place dans l'université? Je crois que la technologie vient innover constamment notre mode d'enseignement, mais pas vraiment le contenu. C'est-à-dire que les étudiants ont toujours un besoin constant de connaître à la fois la langue, la culture, la manière de la politesse, donc la conduite et la façon de s'entendre avec une autre culture, les gens venus d'une autre culture, etc. Donc le contenu reste relativement stable. Par contre, les moyens de pouvoir donc s'approprier de ces connaissances, de ces compétences changent. Donc quand j'étais à l'université, il n'y avait pas encore l'Internet, mais ensuite il y a eu l'Internet, il y a eu le PC, et ensuite il y a eu aujourd'hui ce qu'on appelle téléphone portable, les smartphones, et les mécadata, aujourd'hui l'intelligence artificielle. Donc la technologie continue à s'avancer et les modes d'apprentissage viennent avec. Et nous, à l'université, bien sûr, nous devons nous adapter au mode d'apprentissage des étudiants pour pouvoir rester dans le même longueur d'onde, je dirais, avec les étudiants pour capter leur attention et de leur transmettre toujours cette partie de connaissances transculturelles ou interculturelles pour pouvoir réaliser la communication, la médiation, etc. Mais les moyens changent constamment, comme par exemple aujourd'hui, à l'université, nous utilisons énormément l'Internet, les ressources qui existent en ligne, mais nous utilisons également les classes, ce qu'on appelle les classes intelligentes, c'est-à-dire que les tables sont mobiles, nous pouvons donc organiser les étudiants en petits groupes très facilement dans la salle de classe. Nous avons plusieurs écrans, les étudiants peuvent contrôler un écran pour pouvoir dialoguer avec les professeurs, montrer leurs résultats de leur exposé, etc. Donc il y a beaucoup de moyens qui sont innovés. Par contre, je crois que le noyau de notre enseignement reste à peu près les mêmes. Il suffit que les enseignants restent, disons en quelque sorte, branchés avec l'avancée technologique, et nous enseignons actuellement la traduction de la machine. Dans la salle de classe, nous essayons de faire comparer aux étudiants les différents résultats de traduction par les machines et de comparer avec leurs devoirs et l'édition déjà publiée, donc pour leur faire dire quelle est la différence, quels sont les avantages des machines, quels sont les avantages des humains, et est-ce que vous pouvez tirer quelque chose du résultat de travail de machine, et comment on peut profiter, maîtriser, mieux gérer le travail de machine pour pouvoir être assisté dans l'avenir dans la traduction réalisée par les êtres humains, et quelle est la distance entre nous et les traducteurs, les auteurs professionnels, et donc comment améliorer ce côté humain de notre traduction, etc. Donc déjà, tout ça existe dans notre salle de classe. Et puisqu'on a aujourd'hui un professeur très branché ici, c'est Christophe Truel, puisque vous avez une chaîne sur les réseaux chinois, pour les réseaux sociaux chinois, pour enseigner le français. Donc, est-ce que ce cours est totalement différent de celui que vous donnez dans l'université de Pékin? Alors, effectivement, donc on a une petite chaîne qu'on tient avec mon épouse. Alors, ce qu'on met, les vidéos qu'on met sur la chaîne sont différents. Ça n'a rien à voir avec un cours, parce que déjà un cours, c'est pas la même durée que les vidéos. Un cours, on suit en général une trame. Dans les vidéos, c'est pas en lien directement avec le cours, mais je m'inspire souvent des cours. Par exemple,
on peut avoir des sujets. J'ai des sujets dans lesquels je traite, qui sont traités par mes vidéos. C'est des sujets. J'ai eu l'idée en cours. On discute avec des étudiants et puis une idée me vient et je fais la vidéo en complément. Donc ça peut être des sujets. Comment s'excuser en français, voilà, il y a différents sujets. Parfois, par exemple, j'ai un exemple, on avait organisé un petit repas de Noël avec des étudiants et on regardait la télévision. Et puis certains étudiants étaient très intéressés. On regardait une série qui s'appelle Tintin et Milou. Et dans cette série, voilà, il y a du vieux français, des vieux mots de français, notamment des vieux jurons. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus parce que les étudiants, ça les faisait sourire. J'ai fait aussi des vidéos sur les comédies musicales où j'expliquais un petit peu le texte des chansons parce que voilà, ça intéressait aussi les étudiants. Parfois, j'ai fait aussi des vidéos, mais des vidéos que moi je pensais que ces vidéos pouvaient être très intéressantes. Je me souviens, j'ai fait une vidéo sur les connecteurs logiques en français. Donc les connecteurs logiques, c'est des petits mots qu'on met dans le texte. Tout d'abord, premièrement, deuxièmement, voilà, ça permet d'organiser votre discours, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Donc ça, moi, j'insiste beaucoup dans mes cours sur ce point-là, parce que ça permet voilà, de monter son niveau de français. Mais ça n'a pas vraiment marché. Donc ça dépend. Mais pour vous encourager, puisque sans vous mentir, j'ai appris des choses dans votre cours. Par exemple, on dit, pour dire super, on dit c'est ouf. Puisque c'est une façon de dire parmi les jeunes, on prend à l'envers les mots. Donc au lieu de dire c'est fou, on dit c'est ouf. Et au lieu de dire bizarre, on dit zarbi. Zarbi. Donc c'est rigolo, c'est zargot en français. Oui, alors on l'apprend pas dans les cours formels. Le verlan. Le verlan, voilà. Alors ouais. j'avais passé un film à des étudiants et on avait regardé un film sur le verlan. Voilà, ça expliquait l'histoire du verlan en français. Et je me suis dit, pour compléter ce cours, je vais faire une petite vidéo avec quelques exemples. Donc voilà, toutes ces vidéos sont inspirées de mes cours que je donne, mais ça reste un trait différent d'un cours à l'université. C'est pas la même chose, ça vient en complément. Donc, je crois que ça fait du bien de connaître quelques mots familiers en français, puisque ça peut aider. Ça peut nous aider si on veut faire des études en France. Oui, effectivement, c'est très utile pour les étudiants qui se préparent pour aller en France. Ouais. Voilà, alors justement, je prévois de faire une autre vidéo sur on va dire, sur l'argot. Quelques petits mots d'argot, parce qu'aujourd'hui, par exemple, les étudiants, quand en France, vous êtes en France, ils ne vous disent pas bonjour, ils vont vous dire wesh. Donc, wesh, ouais, Wesh. alors, wesh, ouais, tous les lycéens parlent comme ça, les étudiants aussi. Et c'est vraiment très présent. Ils parlent tous comme ça. Donc, tous ces petits mots-là, il faut les connaître pour savoir, voilà, parce qu'on peut vous dire bonjour en vous disant wesh, mais on peut vous dire, si on vous dit wesh, ça veut dire aussi comment. Donc voilà, il y a plusieurs façons, plusieurs sens dans tous ces petits mots. Donc je vais faire une vidéo là-dessus très bientôt sur ces petits mots. Je crois que si un Chinois dit bonjour par wesh à un Français, ce Français va peut-être faire preuve de plus d'hospitalité. Ouais. Alors voilà, et puis alors bien sûr, faut pas. C'est des mots qu'il ne faut pas utiliser dans n'importe quelle situation. Oui. Si vous cherchez un stage, vous allez dans une entreprise, vous ne dites pas ça au recruteur. Voilà, c'est faux. Ce sera le flop. Ouais, ça risque de pas très bien passer. Ouais. Mais c'est comme ça que les jeunes parlent, c'est comme ça que les jeunes s'expriment dans les universités. Donc il faut connaître tous ces petits mots-là, le verlan, l'argot, c'est important et ça donne une impression d'avoir un niveau de français un peu plus élevé. Plus élevé. Et professeur Wang, puisque beaucoup de vos étudiants vont partir étudier en France, donc sauf le défi linguistique, il y a aussi des difficultés générées par une code culturelle différente. Par exemple, lorsqu'on travaille en groupe, des Chinois vont plutôt prendre du temps pour trouver le consensus. Mais un Français a plutôt tendance de faire ce qu'il a à faire et sans occuper des autres.
Et Christophe peut me contredire là-dessus. Hein. Je pense que vous avez raison. Oui, donc je crois il y aura des chocs liés à ce genre d'habitudes différentes. Donc, quels sont les efforts déployés par l'université pour préparer les étudiants à mieux gérer ces différences et de s'intégrer rapidement à la vie en France? Il faut dire que il y a 2 volets. D'abord, nous cherchons à les préparer. Donc, nous avons bien sûr dans les cours des éléments culturels pour leur présenter un peu la France, donc la généralité, mais aussi la façon de mieux s'adapter à la vie locale, de bien vivre en France, etc. Mais je crois que la société évolue vite et la jeune génération aussi. Donc, le feedback que j'ai eu, parce que j'ai actuellement une vingtaine qui travaillent, qui étudient actuellement en France. Donc, je leur ai effectivement posé cette question. Et donc, en fait, je crois que cela reflète aussi l'attitude de leur génération, ou au moins la génération de jeunesse, qui disent que c'est normal d'avoir des chocs culturels. Pour nous sommes, disons, une génération planétaire. Donc, il est monnaie courante de rencontrer des chocs culturels. Et c'est une ouverture pour nous. Et nous acceptons ce choc comme des choses naturelles. Et en plus de cela, donc ils ne sont pas prêts à changer eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils pensent que d'être soi-même, c'est déjà bien. Donc ils n'ont pas vraiment pensé à pouvoir faire un effort pour, disons, s'adapter ou acclimatiser en quelque sorte. Donc ce genre d'attitude, bien sûr, ils se débrouillent plutôt bien en France, mais cela n'empêche qu'ils ont de la nostalgie de la Chine, de la nourriture, etc. Donc ils pensent qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, ils restent chinois et ils n'ont pas envie d'abandonner quelque chose pour accepter d'autres, mais plutôt rester dans une attitude ouverte, mais une sorte d'identité bien affirmée. Donc ça, c'est assez nouveau pour moi aussi, mais pour eux, c'est assez clair. Donc c'est une position que nous sommes une jeune génération, nous sommes comme ça. Est-ce que vous pensez que c'est du individualisme ou bien, je ne sais pas comment le définir, mais ils veulent bien accepter la différence, mais sans, disons, perdre de l'identité soi-même. Voilà. Et Christophe Trouel, comment trouvez-vous les jeunes générations chinoises, puisque vos élèves sont tous de la génération Z, qui sont nés depuis 2000, et ils sont nés avec le digital, avec les réseaux sociaux. Donc, que pensez-vous de leur aptitude pour communiquer avec les gens d'autres cultures? Alors, déjà, d'une façon générale, pour moi, les étudiants que j'ai rencontrés depuis que je suis arrivé en Chine sont d'un côté très proches des étudiants français. Ils sont tout aussi modernes, c'est la même chose, ils utilisent les réseaux sociaux, ils ont tous des passions, ils ont tous envie de faire pour la majorité de faire une carrière, donc il y a une grosse similitude sur ces points-là. Après, la différence, elle est plus dans le rapport déjà à la famille, par exemple. Les étudiants en général moi ce que j'ai remarqué c'est ça, restent très proches de leur famille et il y a toujours une influence des parents, ça c'est très différent de la France, c'est pas la même culture. C'est un étudiant français, il a besoin de mettre, il a besoin même un garçon, de mettre son parfum pour aller à l'école, parce que ça veut dire quelque chose. Il rentre dans un groupe, chacun a son parfum, on pourrait faire une émission là-dessus parce que c'est très, très long à expliquer, mais voilà, c'est comme ça, et donc ça c'est très différent chez les étudiants. Et il y a aussi les étudiants chinois, donc à l'étranger, notamment en France, je confirme, je vais dans le sens de ce que mon collègue a dit avant, restent en groupe. Voilà. Ils sont très souvent, ils se regroupent souvent, quand je discute avec certains élèves qui font des échanges, je leur dis essayez parce que je sais, je connais leur mode de fonctionnement, essayez quand vous arrivez en France, essayez par exemple de trouver des colocations avec d'autres étudiants étrangers, voire avec des Français, plutôt que
que de se regrouper et voilà, pour améliorer votre partie orale, essayer voilà, voilà, donc ça, c'est une différence entre les étudiants français et les étudiants chinois. Et je pense que certains d'entre eux ont eu de la chance d'avoir trouvé des familles d'accueil, donc c'est-à-dire ils sont hébergés chez les locaux. Donc comme ça, ils peuvent avoir un contact au quotidien pour la nourriture, pour toutes les choses au quotidien. Donc leur langue orale progresse rapidement. Oui, puisqu'ils ont beaucoup d'occasions de participer à des événements internationaux aujourd'hui, puisque en Chine maintenant, dans les universités aussi, il y a beaucoup d'événements culturels qui leur permettent d'acquérir certaines compétences interculturelles, pardon. Et donc, ils ont peut-être un esprit plus ouvert. Et professeur Wang, puisque votre université a justement beaucoup de coopération avec les universités françaises de Paris, de Lyon, de Toulouse. Donc, qu'est-ce qu'on a tiré profit de ces programmes d'échange et aussi quelles sont les bonnes pratiques à poursuivre et les orientations de coopération à explorer dans ce domaine? Justement, en fait, je crois que hier, à l'ambassade de France, on a fêté, donc, dans le cadre du 60e anniversaire de relations diplomatiques, donc, donc cet événement, c'est-à-dire dans les étudiants qui ont fait leurs études en France, donc ils ont leur propre association, ils ont fêté parce que le premier échange, je crois, si ma mémoire est bonne, date de 1984. Donc c'est entre Sciences Po Paris et donc l'Université de la diplomatie de Chine. Donc à partir de là, donc, il y a eu beaucoup d'étudiants qui ont fait le parcours d'aller étudier en France, séjourner plus ou moins longuement en France pour les diplômes ou bien pour la formation continue. Donc c'est un événement très important parce que ce genre de pratique a son écho dans l'histoire de la Chine. Parce qu'au début, vers la fin de la Première Guerre mondiale, il y a la première vague, donc ça s'appelle le mouvement travail-études. Beaucoup de jeunes Chinois sont partis pour la France, à la fois pour travailler et pour étudier. Donc parmi ces étudiants-là, il y avait déjà les premiers leaders, donc les futurs leaders du Parti communiste chinois, etc. Donc il y a un lien très lointain et très long avec la France, avec l'éducation française. Donc c'est pour cela que dans le monde de l'éducation, la Chine et la France ont beaucoup à se dialoguer. Donc nous avons effectivement une vingtaine de conventions de coopération avec l'université française et les pays francophones aussi. Nous envoyons chaque année régulièrement des étudiants, à peu près une vingtaine à une trentaine d'étudiants à l'étranger. Et malheureusement, pendant le Covid, cela a été interrompu pendant 3 ans. Et je suis très content de voir qu'à partir de l'année dernière, cela a été repris. Donc les étudiants ont pu partir de nouveau, faire leur séjour. Souvent, c'est 1 an ou un semestre à l'étranger. Donc c'est une expérience très bénéfique pour les étudiants, à la fois pour leur niveau linguistique. Donc ils peuvent bien sûr pratiquer leur langue française, donc améliorer leur oral, mais en même temps ils sont ouverts, exposés à une autre culture, donc ils peuvent commencer à s'habituer à dialoguer avec une autre culture, de trouver sa position, de pouvoir s'entendre avec les gens venus d'autres horizons, non seulement de la France, mais aussi d'autres liens internationaux. Et troisièmement, ils peuvent donc s'habituer à d'autres modes d'enseignement différents de la Chine. Donc ils ont une autre ouverture académique qui leur permet de réfléchir sur le choix dans l'avenir de poursuivre ou pas leurs études en master, en doctorat, dans certains domaines. Donc c'est une découverte intellectuelle très importante pour certains. Donc je crois que dans l'ensemble, donc ça reste souvent une expérience importante et souvent une mémoire inoubliable pour ces étudiants-là. Et j'ai ici
une piste de coopération dans le futur, puisque novembre dernier a eu lieu justement à l'université de Pétain un forum de haut niveau sur les échanges humains entre la Chine et la France. Et la ministre de la diplomatie de l'époque a dit dans son discours de vouloir doubler le nombre d'enseignants de français en Chine d'ici 2030. Donc, professeur Troel, Oui. quelle est votre interprétation de cet objectif? Alors c'est voilà, et c'est clair qu'il y a beaucoup de travail parce que il y a en termes de cours, hein, il y a un aspect, par exemple, tout à l'heure on parlait de l'oral et donc notamment des échanges, hein, des échanges entre les universités, donc des élèves qui partent à l'étranger faire une année ou un semestre. C'est vrai, enfin moi j'ai constaté, hein, que ces élèves qui reviennent ont à l'oral un meilleur niveau. C'est vrai. Donc ça forcément ça demande du temps, ça a un coût pour aussi peut-être pour les familles. Donc faire venir des professeurs de français en Chine, ça peut être notamment pour travailler cette partie-là, c'est une très bonne idée. Ça peut être une très bonne idée, très bénéfique pour les élèves. Et professeur Wang Kun, quelle est votre interprétation? Oui, je partage tout à fait l'avis de mon collègue. Je pense que maintenant, il nous manque de professeurs français dans l'université, justement parce qu'il n'y en a pas beaucoup sur le marché de travail. Donc, donc nous constatons que les deux gouvernements facilitent donc le processus, la formalité, pour permettre à plus d'enseignants de langue française à venir en Chine, ce serait une bonne chose. Pour tous les départements de français en Chine que vous avez évoqués, il y a maintenant moins 160 départements de français, mais cela ne se limite pas à cela, parce que j'ai évoqué tout à l'heure que dans d'autres facultés, il y a le besoin des étudiants de différentes disciplines et de spécialités qui cherchent également à apprendre la langue française pour pouvoir dynamiser leur carrière dans l'avenir. Donc le besoin est en croissance, donc c'est une bonne décision que nous accueillons à bras ouverts, je pense. Donc peut-être quelques mots à la fin à propos de cette coopération universitaire. Christophe Troel, quelle est votre attente dans ce domaine? Dans ce domaine, en ce qui me concerne, c'est vraiment l'amélioration, hein, des échanges linguistiques. Donc aujourd'hui, il y a certainement possibilité d'utiliser la technologie, hein, pour améliorer ces échanges. Plutôt que de faire déplacer peut-être physiquement un élève en France, on pourrait imaginer un échange entre une université, donc des étudiants chinois qui apprennent le français en Chine et puis des étudiants français qui apprennent le chinois en France. On pourrait peut-être créer une sorte de plateforme où durant des cours les élèves pourraient discuter entre eux. Voilà, donc il y a certainement beaucoup de choses à faire là-dessus. Et professeur Wang Kun? Et pour moi, je pense que nous avons intérêt à agrandir ce nombre d'échanges d'étudiants, c'est-à-dire qu'actuellement, le gouvernement a des projets de multiplier le nombre d'échanges ou de visites mutuelles des jeunes personnes entre les différents pays. Donc je pense que ce sera une bonne idée d'inviter les jeunes Français à venir en Chine et visiter et de rencontrer donc les jeunes Chinois, donc de parler des sujets qui leur intéressent donc en commun, et pour permettre également à plus de jeunes Chinois à aller en France pour mieux connaître le pays, non seulement l'aspect touristique ou les Jeux Olympiques, mais je crois qu'il y a beaucoup plus de choses intéressantes en France à découvrir. Donc, comme il y a à travers ces 60 années de relations bilatérales, il y a déjà eu beaucoup de projets et de programmes à la fois dans les échanges culturels, donc la gastronomie, le film, les romans, etc., etc. Donc, il y a beaucoup plus d'aspects à découvrir, à redécouvrir et à explorer dans l'avenir. Donc, je crois qu'il est plus important de franchir le pas, c'est-à-dire de faire le premier pas vers l'autre à une époque où tout semble
facile par l'Internet, mais en fait, le contact humain entre les deux personnes, cela ne sera pas vraiment remplacé par la machine. Donc je pense que le plus important, c'est de faire rencontrer les gens, faire rencontrer notre jeune génération. Voilà, c'est à force de rencontrer des camarades chinois, des camarades français que le sentiment d'étrangeté peut disparaître. On se rapproche petit à petit. Donc, on va bien profiter de cette année spéciale qui est le 60e anniversaire des relations bilatérales sino-françaises et pour rapprocher nos deux pays. Donc, merci à vous pour participer à notre émission. Merci à vous. Merci à vous.